Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h à Conakry. Merci de nous choisir pour vous informer. La Guinée a célébré ce dimanche 2 octobre le 58e anniversaire de son indépendance. À cette occasion, le président Alpha Condé s'est acquitté de son devoir de chef de l'État en déposant une gerbe de fleurs à la place des martyrs. Cette cérémonie a mobilisé plusieurs personnalités, parmi lesquelles le chef de file de l'opposition guinéenne, El Hadj Cellou Dalein Diallo. Alseni Diallo pour le reportage. Cela fait plus d'un demi-siècle depuis que la Guinée a accédé à la souveraineté nationale. Ce dimanche 2 octobre marque son 58e anniversaire. Pour le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, cette année, les Guinéens fêtent dans un contexte spécial. Le 2 octobre 2016 arrive pour le peuple de Guinée sous un signe particulier, celui de la réconciliation, de la paix, de l'apaisement. Et vous êtes avec nous depuis 10 jours, parlant de dialogue national. Et vous voyez actuellement combien de fois cette heureuse et salutaire complémentarité entre le chef de l'État et le chef de file de l'opposition est en train de nous aider tous. J'ai lancé un message à tous les gouverneurs, à tous les préfets, à tous les sous-préfets, pour que le message de cette année soit un message d'amplification du climat qui prévaut au sommet de la nation. Pour obtenir cette indépendance, des hommes et des femmes, notamment Mbalia Camara, se sont battus corps et âme, à leur tête le chef de la révolution Ahmed Sékou Touré. Aujourd'hui, cette couche ne semble pas baisser les bras. Je crois que la femme guinéenne continue à donner le maximum d'elle-même pour que la Guinée soit un pays de bonne image. C'est de l'encourager dans cette perspective et de les inviter à se donner la main pour l'éducation de nos enfants, et pour l'harmonisation de nos façons de faire et pour l'instauration d'une paix durable, gaz de développement pour notre nation. Il faut que tout le peuple de Guinée profite, que les jeunes y profitent, et qu'on crée des emplois décents pour les jeunes, parce que c'est la relève de demain, mais aussi qu'on n'oublie pas les femmes. Donc c'est dire que confier des responsabilités à des femmes, c'est pas le monde à l'envers. Et le chef de file de l'opposition guinéenne n'est pas resté en marge de cette célébration. Invité pour la première fois depuis 2010 à prendre part à cette fête à côté du chef de l'État, Cellou Dalein Diallo s'est réjoui de cette indépendance. D'abord, je dois exprimer ma fierté d'être guinéen et saluer l'acte pris par le peuple de Guinée le 28 septembre 1958 en votant non pour l'indépendance de notre pays. Si je suis fier de cet acte, je suis autant fier de la contribution que la Guinée a apportée à la décolonisation de notre continent et de sa contribution aussi à la réhabilitation de la culture et de l'art africain. Au moment de l'indépendance de la Guinée, vous le savez, beaucoup de territoires africains étaient sous le joug de la colonisation. Et l'histoire n'a pas encore tout dit sur le rôle joué par la Guinée pour la décolonisation de notre continent. Donc je suis fier d'être guinéen, je suis fier du rôle joué par mon pays pour la libération des autres colonies d'Afrique. C'est une occasion de se réjouir, de se souvenir de ce rôle éminent joué par notre pays et par les dévanciers. Depuis 1958, le pays a connu des hauts et des bas. Pour cette année aussi, le président de la République a promis de booster l'économie guinéenne pour le bonheur des jeunes et des femmes. L'Ebola nous a endeuillés. Beaucoup de nos contemporains sont morts. Nous avons beaucoup de veuves et d'orphelins. Aussi, notre économie a été sérieusement ébranlée. La situation internationale économique aussi est difficile. La situation de notre pays est difficile, mais grâce à Dieu, progressivement, nous allons relever la tête et les conditions de vie des populations vont particulièrement changer. Je m'adresse particulièrement aux jeunes et aux femmes, la jeunesse qui aujourd'hui connaît le chômage des jeunes. Le gouvernement va s'organiser pour que les conditions de vie des jeunes, des femmes et de toute la population, notamment la population paysanne, soient améliorées. Je vous souhaite bonne fête
d'indépendance. Merci. C'était le jeudi 2 octobre 1958 que la Guinée a dit non à la domination française avec cette célèbre citation « Nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage ». Cette fête a été rehaussée également de la présence de deux compagnons de l'indépendance guinéenne. Dr Gabriel Sultan et El Hadj Biro Kanté se souviennent encore de cette journée historique. Ils sont au micro de Alcini Diallo. Eh bien, il y a eu la proposition du général de Gaulle, c'est-à-dire l'union avec les colonies d'alors, et le président Sékou Touré, très ferme, très poli, qui répond non à la constitution que le général de Gaulle propose. Cette indépendance est acquise de haute lutte, car après la proclamation de l'indépendance, je vous assure qu'une lutte, une guerre acharnée s'est livrée contre la Guinée. Nous avons assumé, et jusqu'au 3 avril, et c'est là, le 3 avril, c'était le point culminant de la lutte que la France nous a menée, parce qu'elle a été machinée par un coup d'État crapuleux que notre colosse, que Fassine Touré a dirigé. Et vous avez vu où nous étions quand le président Alpha Condé a dit « Je prends la Guinée là où le président Touré l'a laissé », il a dit vrai, mais non aussi. Parce qu'avant qu'il ne vienne, tout ce que le président Touré a laissé a été détruit par la junte militaire. C'est un coup d'État même qui a disloqué le tissu social. On n'a jamais vu que les Malékés prendre des fusils les uns contre les autres. Non, je refuse. Est-ce possible de bâtir un présent fort pour un avenir radieux sans bien exploiter son passé? C'est la question que se pose aujourd'hui bon nombre de citoyens guinéens qui voient la fête de l'indépendance du pays passer de façon inaperçue. Une fête qui pourtant symbolise la libération de la Guinée du joug colonial. C'est un constat de Moussa Sefa Kamara. Il a fallu le courage et le patriotisme de certains Guinéens pour obtenir cette libération dénommée 2 octobre 1958. Une liberté acquise dans la douleur et suivie des conséquences désastreuses que la population a subies, s'il faut dire continuer à endosser les séquelles. Nos compatriotes ont osé défier les impérialistes pour nous montrer le chemin de la lumière. Malgré toutes les bavures commises par le premier régime, l'indépendance de la nation est sacrée. L'indépendance doit être fêtée par tout le monde, parce que c'est complètement différent de ce qu'on vit dans le régime. Bon, être indépendant, ça doit être une joie pour tout le monde. Pour Mounir Sissé, les jeunes de ce pays doivent cultiver le patriotisme en eux afin de développer leur nation. Qu'ils comprennent que c'est d'abord chez nous, ici la Guinée, et tout ce que nous devrons mettre comme effort, c'est de participer au développement de notre pays. Et la jeunesse guinéenne aujourd'hui est en train de se battre pour avoir un lendemain meilleur. Mais le lendemain meilleur, on ne peut la construire que dans la paix et en se donnant la main. Mais le plus important, c'est la paix, car on ne peut rien faire s'il n'y a pas la paix. Et je souhaite bon anniversaire au peuple de Guinée. Les diplomates accrédités dans le pays se réjouissent de cette fête. Je souhaite aussi présenter toutes les meilleures salutations de mon président, M. Recep Tayyip Erdogan, qui félicite et qui envoie aussi ses meilleurs vœux à M. le Président Condé et au peuple guinéen. C'est l'occasion de saluer tous les Guinéens pour leur fête nationale. Nous espérons que les Guinéens, avec la communauté nationale, vous pouvez même renforcer la démocratie que vous avez créée. Le gouverneur de la ville de Conakry revient sur les motifs de la célébration du 2 octobre dans la capitale. La fête de cette année devrait se tenir à Kankan. Mais pour des raisons d'infrastructure, le gouvernement a décidé à ce que ça se tienne à Conakry. C'est ce qui fait l'honneur aujourd'hui au gouverneur que je suis, que ce soit nous qui fêtons cette fête de l'indépendance à Conakry. C'est une très grande impression que j'ai aujourd'hui avec l'aménagement qui vient d'être fait, que les Guinéens se retrouvent. Vous avez vu déjà les membres de l'opposition qui sont déjà présents ici. C'est pour dire que la Guinée est une et
indivisible. Après 58 ans d'indépendance, les populations guinéennes attendent toujours de leurs dirigeants un lendemain meilleur. Le ministère de la Citoyenneté et de la Réconciliation nationale s'active dans la préparation de la semaine dédiée à la citoyenneté. À cet effet, le dit département a réuni en début de ce week-end les acteurs de la société civile. Le but visé par cette semaine consacrée à la paix consiste à faire comprendre aux citoyens les enjeux liés à la culture de l'apaisement et de la citoyenneté. Oumar Sow. La question de la citoyenneté est l'une des interrogations les plus centrales du pays. Elle incarne la problématique de la nation et le respect des droits, des libertés et de la justice, mais aussi du fonctionnement normal de la démocratie dans le pays. Un défi que le ministre de la Citoyenneté et de la Réconciliation nationale entend corriger avec l'instauration de la première édition de la Semaine de la citoyenneté. Nous avons toujours travaillé avec la société civile, les ONG, les associations sur le terrain. Nous avons le souhait qu'ils soient impliqués fortement, comme les pouvoirs publics, pour que l'ensemble de nos concitoyens soient touchés lors de cette semaine, cette première édition de la citoyenneté, pour faire comprendre à nos concitoyens en Guinée que l'enjeu de la culture de la citoyenneté, du civisme, de la paix, du respect des droits et des libertés, mais aussi le fait que nos concitoyens assument leurs devoirs et leurs obligations, est au cœur des problématiques de notre pays pour construire une société de justice, de paix et de développement. Une initiative saluée par les acteurs de la société civile guinéenne. Pour cela, ils demandent l'implication de chacun et de tous dans ce combat pour la consolidation d'un climat de paix. Et je souhaite vraiment l'application et que ça continue à Guinée. Et je souhaite vraiment l'implication de toutes les organisations, toutes les structures, y compris les sages, les partis politiques, les jeunes, les femmes, tout le monde pour vraiment sensibiliser que chacun doit connaître son droit et son devoir. Il faut balayer d'abord devant sa porte et aller ailleurs. Pour la réussite de la semaine dédiée à la citoyenneté, le département de tutelle entend élargir les rencontres avec les partis politiques, les coordinations régionales, les syndicats et les organisations patronales. Nous allons faire une synthèse, prendre en compte ce qui est faisable, nous l'avons dit, vu la faille dans notre pays en matière de citoyenneté, on ne pourra pas tout faire à la première édition. Ce qui est important, c'est d'abord rester conscient de la problématique, commencer cette édition. Je rappelle que c'est une loi, cela se fera désormais chaque année dans notre pays. C'est quelque chose à saluer, à encourager et à travailler chacun là où il est pour faire avancer cette culture qui est essentielle pour notre idéal de paix et de démocratie dans notre pays. Pour gagner ce pari, Gassama Diaby en appelle à une collaboration avec l'ensemble des acteurs publics et privés du pays. Les agressions se multiplient contre le PDG de la Civita après une tentative d'assassinat contre sa personne il y a 3 mois. Bala Moussa Keïta a reçu dans la nuit du vendredi à samedi la visite d'inconnus qui, dans une lettre, l'ont menacé de mort. Le PDG de la Civita se sent inquiet et prend à témoin les autorités guinéennes. Sa'alou Yombuno a fait le constat. Suivez. Bala Moussa Keïta, il faut libérer ta belle-sœur dans un bref délai. La radio a dit qu'elle est malade et tu n'as pas raison. Voici ce qu'on pouvait lire samedi matin à la rentrée du domicile du PDG de la Civita. L'affaire tourne autour d'un montant de plus de 500 000 $ américains que Bala Moussa Keïta aurait remis à sa belle-fille pour l'achat d'équipements pour son entreprise. Une somme qui, selon lui, n'est jamais arrivée à destination. Ma belle-fille, c'est la femme de mon demi-jeune frère qui loge chez moi à la maison ici. Il a gardé l'argent, l'argent n'est pas arrivé à destination et le destinataire finalement s'est rendu compte que l'argent n'est pas arrivé. Elle a contacté, on l'a demandé, elle a donné à d'autres. Alors que c'est elle qui m'a amené chez le propriétaire. Mais étant vraiment ma belle-fille à la maison, je ne peux pas imaginer qu'elle aurait détourné. Elle a purement et simplement détourné l'argent qui lui a été remis de par mes propres mains à elle, par Conakry, et n'est jamais arrivé à destination, jusqu'ici. Après d'amples interventions de la famille, Bala Moussa Keïta ramène le dossier devant les juridictions guinéennes. Il remporte la bataille judiciaire et depuis, sa vie est en danger. L'agresseur n'est pas à son premier acte. Le précédent qui date de 3 mois a failli être plus fatal, n'eût été la présence et la vigilance d'un commando de la garde présidentielle, aussi neveu de la victime.
un jour, c'était vers la nuit, sur la pluie, vers 2h du matin, entre 2h et 3h. J'ai entendu la bruit des voitures dans le couloir ici. Je me suis, parce que la voiture a été arrêtée et éteinte. Donc moi je me suis levé maintenant, j'ai vu la voiture passer. Il y avait 2 personnes qui étaient arrêtées à la porte ici. Moi j'étais en haut. Bon, j'ai demandé maintenant, oui, mais c'est qui ici? Il dit Dr Balamoussa. Je dis, à telle heure là, vers 3h, vous venez chercher quelqu'un ici? Il dit oui. Où il y a quoi entre vous? Bon, en ce moment maintenant, le monsieur que je parlais, automatiquement lui il a tiré avec pistolet. L'inconnu le reconnaît également dans sa note quand il poursuit. L'autre fois, nous sommes venus chez toi. On a été surpris par un coup de feu d'arme automatique. Mais nous savons que c'est un béret rouge à la garde présidentielle qui passe la nuit à l'étage inachevé. Toi et le commando, votre vie est liée dans cette affaire. Malgré toutes ces menaces, Balamoussa Keita se dit loin de baisser les bras. Il tient mort de cuisse à relancer la Civita pour sauver la vie de milliers de Guinéens des accidents de la circulation. Ailleurs dans le monde, une première journée nationale de souvenir des victimes de l'immigration, c'est en Italie. La date choisie, le 3 octobre, marque le triste anniversaire du naufrage de Lampedusa, un naufrage qui avait fait perdre la vie à plus de 360 personnes. Suivez. À des côtes égyptiennes, libyennes ou encore italiennes, en 3 ans, plus de 10 000 réfugiés désireux de rejoindre l'Union européenne ont perdu la vie en mer. Le premier naufrage, le 3 octobre 2013, 500 réfugiés sont à bord d'une embarcation de fortune partie de Libye en direction de l'île de Lampedusa. Le bateau prend feu et coule devant l'île italienne. Les secours arrivent trop tard, 366 personnes sont mortes. Un an plus tard, le 10 septembre 2014, Syriens, Palestiniens, Égyptiens et Soudanais partent d'Égypte. Selon les survivants, leur bateau est volontairement coulé par les passeurs au large de Malte. 500 personnes meurent noyées. Le 12 avril 2015, 400 migrants sont portés disparus. Ils avaient embarqué quelques heures plus tôt des côtes libyennes. Ils voulaient rejoindre le sud de l'Italie. Triste record le 19 avril 2015, au large des côtes libyennes, un chalutier est percuté par un cargo portugais qui venait lui porter secours. 800 réfugiés sont noyés. Ils venaient de Gambie, du Sénégal et du Mali. 500 personnes sont mortes le 20 avril 2016 au sud de la Méditerranée. Seuls 40 ont survécu à l'embarcation partie de Libye. Encore le 3 juin dernier, 320 réfugiés ont perdu la vie dans un bateau parti d'Afrique. Un revers pour Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, n'est pas parvenu à mobiliser suffisamment d'électeurs contre le plan de l'Union européenne du rôle de localisation des migrants. Le référendum sera validé faute d'une participation insuffisante et ce, malgré la très large avance du non. Regardez. C'est un semi-échec pour Viktor Orban. Le gouvernement hongrois n'a pas réussi ce dimanche à mobiliser la population. Moins de 45% des inscrits se sont rendus aux urnes. Un taux de participation beaucoup trop faible qui invalide le référendum. Mais la victoire du non est toutefois écrasante à 98,32%. Les Hongrois ne veulent pas de relocalisation des réfugiés au sein de l'Union européenne. Selon les dispositions juridiques de la loi fondamentale, ce référendum n'est pas valide. Cependant, il est clair que l'écrasante majorité des électeurs, c'est-à-dire plus de 98% des électeurs, ont voté non à ce référendum. Une abstention record, mais pas de quoi inquiéter le Premier ministre. Pour le conservateur Viktor Orban, seule la victoire du non est importante et l'Union européenne devra prendre en compte le désir de la population, selon lui. Nous devrons faire comprendre à Bruxelles qu'elle ne peut pas ignorer la volonté de 99,2% des électeurs hongrois. Bruxelles ne pourra pas imposer sa volonté à la Hongrie. L'opposition avait appelé ce dimanche au vote nul ou à l'abstention, une stratégie payante puisque le scrutin n'a pas atteint le quorum nécessaire pour être validé, mais le vote de la majorité doit être considéré par le gouvernement. Les partis politiques vont évaluer le résultat, mais il est clair que puisque la majorité écrasante des électeurs a voté non, le gouvernement hongrois va agir en conséquence à la fois à Bruxelles et bien sûr au Parlement hongrois.
Viktor Orban a fait de la lutte contre l'immigration sa priorité. Il a notamment installé des barbelés le long de sa frontière avec la Serbie et la Croatie. La Hongrie n'a jusqu'à présent accepté aucun réfugié sur son sol. Haïti, Jamaïque et Cuba se préparent au pire. Les îles seront touchées dans les prochaines 48 heures par un puissant ouragan. Selon les prévisions, cet ouragan pourrait provoquer de lourds dégâts. Suivez. Bagages à la main, ces habitants évacuent leur quartier. Ils habitent sur les côtes de Cuba, une zone désormais à risque. L'ouragan Matthew se rapproche en effet dangereusement de l'île. Ils laissent derrière eux maisons, meubles et souvenirs en espérant les retrouver intacts. Mais pour eux, pas le choix, la vie est primordiale. C'est la vie qui doit être préservée, c'est ce qu'il y a de plus important. Les choses matérielles partent, mais ce qui compte, c'est la vie. Alors voilà, beaucoup de personnes ne veulent pas perdre leurs affaires et restent en risquant leur vie. Les gens préféreraient ne pas avoir à laisser leur maison, mais il faut bien le faire pour plus de tranquillité et pour éviter qu'il se passe quelque chose ou qu'on perde la vie. Le Centre américain de surveillance des ouragans assure que Matthew risque de provoquer de très forts dégâts dans la région. En ligne de mire, Cuba, Haïti et la Jamaïque. Pluie importante, vent fort, la population est prête. Le gouvernement incite donc les habitants à évacuer leur domicile au profit d'habits provisoires. Après les Caraïbes, l'ouragan Matthew devrait prendre la direction du nord vers les Bahamas et les États-Unis. Et puis en Colombie, les électeurs ont donc déjoué les pronostics. On s'attendait à une victoire de oui au référendum sur l'accord de paix signé avec les FARC. Mais les Colombiens ont majoritairement rejeté l'accord à cause du manque de sévérité. Les sanctions prévues contre les anciens guérilleros certains sont considérés comme de véritables criminels. Suivez. Les partisans de l'accord de paix sous le choc, certains pleurent à l'annonce des résultats du référendum. À la surprise générale, une majorité de Colombiens a rejeté l'accord de paix négocié entre le président Dos Santos et les FARC. C'est déconcertant ce qui s'est passé. Nous, les jeunes, nous sommes allés voter de la bonne manière. C'est déconcertant, nous ne pouvons pas le croire. La paix a perdu, c'est ce qui vient de se passer en Colombie. Le non l'a emporté de peu avec près de 5,30% des voix. Le texte devait mettre fin à 50 ans de conflit armé en Colombie et organiser la réintégration des FARC à la vie civile. Malgré les appels du président colombien en faveur de la paix, une majorité de citoyens refuse de négocier avec les guérilleros. Je suis très heureux parce que pour la première fois, je vois que la Colombie se manifeste en disant que non. Non à des dialogues dépourvus de sens, de dialogues fictifs, de dialogues avec zéro justice sociale, avec l'impunité absolue. Le président colombien et les FARC avaient déclaré avant le vote qu'il n'y aurait pas de nouvelles négociations en cas de victoire du non, mais les deux parties sont revenus sur leurs propos. Je ne me rendrai pas, je continuerai à chercher la paix jusqu'à la dernière minute de mon mandat, parce que c'est le chemin pour laisser un meilleur pays à nos enfants. Avec ces résultats, nous savons que notre défi en tant que mouvement politique est encore plus grand et nous demande d'être encore plus forts pour construire une paix stable et durable. L'accord entre les FARC et le gouvernement avait été négocié pendant plus de 4 ans avant d'être soumis au référendum. En 50 ans, le conflit a provoqué la mort de 260 000 personnes. 45 000 autres ont été portés disparus. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Quant à moi, ça a été un plaisir pour moi de vous servir. Merci beaucoup et passez une excellente soirée.